Bon, ben voilà, on va commencer la petite conférence là. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Donc, bienvenue sur cette petite vidéoconférence qui va démarrer. J'espère que vous allez bien malgré le confinement, que vous avez pu trouver vos marques, que vous avez l'accès au jardin, puisque c'est quand même la thématique du jour, ce qui permet évidemment de faciliter le passage, d'autant plus que le temps est quand même plutôt beau. Et donc, en tout cas, moi, j'en profite pas mal. Alors, j'espère que vos proches vont bien aussi. C'est évidemment le plus important. De notre côté, on a la chance que ça se passe pas mal. Donc, voilà, en espérant que les choses s'améliorent, que les choses s'arrangent. Pour l'instant, on ne sait pas encore faire grand-chose, mais on attend, quoi. Donc, l'écocentre Oasis, qui sommes-nous? Donc, moi, je m'appelle Pierre et je m'occupe plutôt des aspects du jardinage. Et donc, l'écocentre Oasis a été créé il y a 7 ans. Donc, c'est un espace, c'est un lieu éco-citoyen. Donc, ce sont des citoyens qui se sont rassemblés pour créer cette association. Et on organise toute une série d'activités autour de la transmission des savoir-faire. Et comme par exemple, jardinage, permaculture, mais également comment apprendre à faire du pain, du fromage, comment faire des teintures végétales. On organise également des conférences sur toute une série de thématiques, comme par exemple les circuits courts récemment, sur la décroissance. Enfin, je ne vais pas détailler tout ça, mais donc, si ça vous intéresse, toutes ces activités, n'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook Écocentre Oasis ou aller sur notre site Internet. Donc, dans le cadre de la permaculture, du jardinage biologique et de la permaculture, donc je donne ces formations à 3 endroits. Donc, un à Lyon, qui est mon terrain personnel, en ce sens que c'est là que je cultive pour me nourrir, donc pour nourrir ma famille. On a un autre cours qui est donné à Cargnon. Alors, c'est le nouveau lieu de l'écocentre, donc c'est un terrain assez sympa. Je vous invite à y venir une fois que ce sera ouvert, parce que tout est bloqué pour l'instant. Et alors, le 3e lieu, c'est Dour, où là, il y a un très, très grand espace. Je vous montrerai une ou 2 photos un peu plus tard pour voir à quoi ça ressemble et ce que j'ai déjà un tout petit peu bricolé pour l'instant. Voilà, donc là, je vais partager. Voilà. Donc, la permaculture. Qu'est-ce que c'est la permaculture? Alors, je donne une petite définition. Donc, pour moi, la permaculture, c'est s'inspirer de la nature pour concevoir un écosystème qui va pouvoir produire de la nourriture, mais également de l'énergie ou des matériaux utiles. Alors, évidemment, dans le cadre du jardinage, on va plus se concentrer sur le côté production de nourriture et en l'occurrence de légumes. Mais on voit déjà que la permaculture, ça ne se limite pas du tout au jardinage. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, quand on design, quand on aménage un espace, on va toujours avoir une réflexion qui tourne autour de l'amélioration du sol, de l'amélioration de l'eau, de l'air et de relations entre les humains. Donc voilà, donc ça c'est une définition de la permaculture. Je ne vais pas non plus le détailler pendant 2 heures, mais voilà, donc c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est un concept de design, un concept de méthode d'aménagement. Et donc, la permaculture respecte une certaine éthique, respect de l'homme, respect de la terre et partage équitable. Et elle va s'appuyer sur un certain nombre de principes que je vais, pour certains en tout cas, détailler maintenant, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, à l'origine, elle a été créée, le concept de permaculture a été créé dans les années 70 par David Holmgren et par Bill Mollison, qui ont eu une approche particulière de design d'un espace. Donc, si vous voulez plus d'infos sur Internet, vous en trouverez beaucoup. Et donc, quand on décide d'aménager un lieu, principalement en travaillant sur un jardin, la source d'inspiration, et c'est surtout le cas dans nos pays, c'est la forêt. C'est le fonctionnement d'un écosystème forestier, puisque dans nos pays, c'est ce vers quoi la nature va tendre si on ne fait rien. Si vous laissez un jardin et que vous revenez 1 an après, vous allez avoir des ronces, vous allez avoir ce qu'on appelle des herbes indésirables, mauvaises herbes.
Et puis, vous allez avoir des petits arbustes qui vont pousser, et puis vous allez avoir des arbustes un peu plus grands qui vont pousser, et puis vous allez avoir des arbres. Et au bout de 15-20 ans, on commence à avoir une forêt. Donc voilà, donc ça c'est le fonctionnement naturel. Il faut savoir évidemment que sans jardinier, ça marche. Sans retournement de la terre, ça marche. Sans engrais, ça marche. Donc c'est quelque chose qui s'autosuffit, qui fonctionne tout seul et qui donne des arbres de 30 mètres de haut. Donc voilà, donc pour dire que l'homme n'est pas nécessaire pour faire fonctionner la nature. Et donc ça doit être une source d'inspiration. Évidemment, moi je veux faire des légumes. Donc, évidemment, je veux faire des légumes, je ne vais pas laisser pousser une forêt. C'est pas ça que je recherche, sauf si je voulais du bois. Et donc voilà, ça c'est la source d'inspiration. Donc on va observer les fonctionnements des écosystèmes et s'en inspirer pour mettre en place des aménagements. Alors, dans un des principes de la permaculture, c'est ne produire aucun déchet. Et là, je vais faire un petit peu le lien entre les systèmes dits circulaires et les systèmes dits linéaires. Alors, comme exemple, ça va faciliter la compréhension, je vais parler d'un sujet important et qui a beaucoup d'impact, ce sont les toilettes. Donc, quand on parle de système linéaire, eh bien, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc, on fabrique des engrais chimiques à partir de gaz naturel, à partir de pétrole. Ces engrais vont être transformés en agriculture, vont être transformés en pesticides, en engrais et autres, et vont être utilisés pour arroser les plantes et pour les faire pousser. Ces plantes vont arriver dans nos assiettes, on va les consommer, on va aux toilettes et tout ça, ça part dans les égouts et en direct dans les rivières et dans la mer, parfois à travers des stations d'épuration. En tout cas, voilà, ça c'est le système linéaire. Il n'y a pas de réflexion de récupération des déchets. Et dans un cycle plus circulaire, c'est le fonctionnement de la Terre, c'est ça, hein, c'est circulaire, tout tourne. On n'est pas dans un système linéaire naturel. Et donc, dans le système, un autre système qu'on peut mettre en place, eh bien, c'est par exemple la toilette sèche. Donc, on utilise les toilettes sèches, on récupère les déjections qu'on va composter. Bon, je ne vais pas les détailler maintenant, mais il y a tout un cycle, toute une manière de composter ça, et on va pouvoir les réutiliser au jardin pour reproduire des légumes. Donc voilà, donc là je compare un peu le cycle linéaire et circulaire. Voilà, donc un autre principe que j'aime bien, c'est le problème et la solution. Qu'est-ce que ça veut dire, ça me direz-vous? Eh bien, de nouveau, je vais vous donner un petit exemple. Donc, maintenant, on est à Carnion, donc l'éco-centre est à Carnion, mais il y a quelques années, on était à Glun, donc ici, on déménage. Et quand on s'est installé à Glun, un des gros soucis qu'on a eu quand on s'est installé, quand on a commencé à défricher le jardin, c'est qu'on est tombé sur des tas de gravats, de pierrailles, des tas de déchets de construction. Et puis on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et la méthode classique, c'est de se dire, on va appeler un container, on va tout taper dans le container, ça va nous coûter de l'énergie, de l'argent, enfin, ça va être compliqué, donc c'est un problème. On s'est dit, bah, attends, on va peut-être pas passer par ce problème-là, on va essayer de trouver des solutions. Et on s'est dit, bah, tiens, on va plutôt les utiliser. Et la meilleure manière de le faire, et la manière la plus facile de le faire, ça a été de construire une spirale aromatique, qui est d'ailleurs un des emblèmes, en tout cas une des méthodes de permaculture qui est assez souvent utilisée. Et donc, on a, comme vous le voyez sur la photo, on a utilisé les pierres les plus belles qu'on a mis à l'extérieur, et à l'intérieur, on a mis tous les gravats, donc les petits cailloux, enfin, tout ce qui était inerte, évidemment, on n'a pas mis des déchets autres que ça. Mais et donc, on a créé un espace extrêmement sec dans lequel les plantes aromatiques se plaisent et dans lesquelles des insectes vont pouvoir venir s'installer. Voilà, donc on a d'un problème créé une solution. Alors, un autre des principes, c'est que chaque élément d'un système qu'on va mettre en place, donc d'un design qu'on va mettre en place, aura plusieurs fonctions. Par exemple, si je décide d'avoir des poules, en général, quand on a des poules, en tout cas chez un particulier, c'est pour les œufs, mais cet élément pourra avoir d'autres fonctions, comme par exemple utiliser, manger les déchets de cuisine, comme contrôler les ravageurs. Je m'explique. Par exemple, si vous avez dans certains cas des arbres fruitiers sur lesquels il y a des vers qui s'installent, vous
pouvez, donc en fait, en général, ça dépend du type de chenille ou de ver. Certains, en tout cas, restent dans la pomme, par exemple, qui va tomber par terre. Le ver va sortir, va s'enfoncer dans la terre, et puis l'année suivante, va sortir de la terre, va remonter le long de l'arbre pour aller infecter les fruits les années suivantes. Et si vous installez la poule, eh bien, elle va manger ces vers au moment où il sort de la pomme ou au moment où il remonte. Donc voilà une utilisation qu'on peut faire également avec les poules. Si vous avez une serre, si vous mettez des poules dans une serre, eh bien, la température de la serre va légèrement s'élever. Ça peut parfois faire la différence entre du gel et du non-gel. J'ai mis animal de compagnie, eh bien, je peux vous dire que ma fille, donc Louise, on a des poules à la maison, eh bien, elle n'a jamais été aussi copine avec ses poules que pendant cette période. Tous les jours, elle va les prendre dans les bras, quoi. Ça, c'est assez sympa, mais ça a une utilité, une vraie utilité. Pour la viande, pour les œufs, ça on l'a dit. Et évidemment, on peut réutiliser tous les déjections des poules pour en faire du fumier, pour en faire du compost et pour après que ça retourne au potager. Alors, un quatrième principe, c'est que chaque fonction sera couverte par plusieurs éléments. Par exemple, si je veux illustrer la fonction engrais, en tout cas nourriture pour ma terre ou pour mes plantes, eh bien, je vais toujours m'organiser pour avoir plusieurs sources de nourriture. Ça peut être les poubelles de cuisine, ça peut être les déchets verts, donc les déchets de tonte ou de taille, ça peut être les toilettes sèches, ça peut être les déjections des chiens ou des chats, ça peut être l'écurie du voisin, ça peut être du BRF. BRF, c'est du bois raméal fragmenté. Donc, ce sont des pousses, des branches d'arbres fines, petites, mais encore fraîches, qu'on va couper, qu'on va découper en petits morceaux et qu'on va pouvoir mettre au jardin. Les déjections des poules. Voilà, donc, dans ce cas-ci, donc, chaque élément donc, chaque fonction sera couverte par plusieurs éléments. Voilà. Principe 5, sobriété des entrées et des sorties. Donc, on aura toujours une réflexion en termes de ce qui va rentrer dans mon jardin et de ce qui va sortir de mon jardin. Par exemple, l'eau, bien évidemment, on va utiliser un maximum l'eau de pluie pour ne pas avoir à faire appel à de l'eau de ville. Donc, une chose importante, ce que je fais dans tous les cas, c'est d'installer des citernes de récupération d'eau de pluie sur tous les toits disponibles, que ce soit la serre, la cabane de jardin, la maison ou autre. Sobriété dans l'utilisation du pétrole. Évidemment, on essaie d'utiliser le moins possible les sources d'énergie fossiles. Et par exemple, moi, je sais ce que j'utilise. Le seul truc que j'utilise au jardin et qui utilise le pétrole, c'est la tondeuse. Parce que je récupère l'herbe que j'utilise comme paillage sur mon jardin. Le reste, pas de motoculteur, rien de tout ça. Il faut savoir que mon terrain à Lyon n'est pas connecté. Donc, je n'ai pas d'électricité, il n'est pas accessible directement en voiture et il est. Voilà, je n'ai pas de raccordement à l'eau non plus. Donc, pour moi, c'est une obligation aussi, même si c'est ce que je ferai naturellement. Alors, comme matériaux, j'utilise un maximum de matériaux de récupération. Donc, les déchets, en fait, deviennent des ressources. Et donc, on a un minimum de déchets. Donc, évidemment, tout ce qui est déchets verts va être utilisé au compost. Les godets que je vais utiliser sont toujours des godets qui sont de récupération, donc les petits pots dans lesquels on va planter. Alors, on a une réflexion, c'est le principe 6, en termes d'efficacité énergétique. Donc, quand on design un lieu, quand on aménage un lieu, on va construire différentes zones. La zone 0 étant la zone la plus proche, étant la zone d'habitation la plupart du temps. Ensuite, une zone 1 qui va être située proche de l'habitation ou proche des chemins que j'emprunte régulièrement, dans lequel je vais installer le potager, éventuellement la spirale aromatique, la serre, la pépinière, enfin tous les endroits où je vais souvent. Évidemment, la permaculture, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est beaucoup de bon sens. Et donc, ça doit être proche. La zone 2, qui est un petit peu plus éloignée, on va pouvoir, par exemple, installer une forêt comestible. La zone 3, un peu plus éloignée, le verger, les haies fruitières, les ruches ou autres. Et on prévoit toujours une zone 4. En tout cas, si le terrain est suffisamment grand. Si on a un petit jardin de ville, évidemment, ça ne marche pas. Mais on peut toujours faire la zone 0 et la zone 1.
Et donc, la zone 4, c'est la zone qu'on laisse sauvage, qui va tendre vers la forêt, mais dans laquelle on ne va jamais. Alors, principe 7, commencer par des tout petits systèmes productifs. Donc, l'important, c'est de commencer. Et ce n'est pas la peine nécessairement toujours de se lancer dans tous les travaux en même temps. Et voilà, ici, j'ai quelques photos du terrain que j'ai aménagé à Yon. Donc, eh bien, c'était une friche, on le voit en haut à droite. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai installé des cartons en cercle, parce que j'avais envie de créer une sorte des courbes et voilà, pour le côté esthétique du jardin. Et voilà, donc ça, c'était la première chose. Et au bout de 2 ans, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça a poussé. Et là, on ne reconnaît plus du tout le lieu. Évidemment, production alimentaire, évidemment, petite photo d'une belle récolte d'été. Alors, le jardinage biologique et la permaculture, ça repose aussi sur un certain nombre d'éléments techniques qu'on réalise au jardin, comme par exemple, je n'utilise jamais d'engrais ni de pesticides chimiques, ça va de soi. On va plutôt utiliser du compost, on va plutôt utiliser des associations de culture, on va attirer les insectes auxiliaires qui vont protéger mon jardin. On va faire des purins d'ortie, de consoude et autres pour. On me dit l'heure, 9h17, oui, je sais. Mais ça prend. Voilà, je ne pense pas que je traîne, mais on va essayer quand même d'avancer. Donc, pas d'engrais chimiques ni de pesticides chimiques. Non-retournement du sol. Donc, fini la bêche. La bêche, c'est l'outil que j'utilise uniquement pour planter des arbres. Sinon, c'est terminé. Ou parfois pour marquer les allées. De nouveau, on s'inspire du fonctionnement de la forêt. Dans la forêt, on ne retourne pas le sol. Non-tassement du sol. Donc, quand je crée des planches de culture, on ne marche plus jamais dessus. Couverture de sol permanente. Donc, le sol est toujours couvert, que ce soit avec des plantes, des légumes, des engrais verts ou avec du paillage ou avec du compost ou avec de la matière végétale, même à la limite avec des pierres. En dessous des pierres, vous avez de la vie. Et donc, sol toujours couvert. Favoriser la biodiversité. On attire un maximum de vie au jardin parce que ça va contribuer à avoir un équilibre global et avoir un jardin plus fort, plus solide. On va nourrir le sol. On ne va pas nourrir les plantes, on va nourrir le sol et c'est le sol qui va nourrir les plantes. Rotation de culture, je ne vais pas détailler ici, mais voilà, il faut juste savoir que si on plante plusieurs années de suite les mêmes légumes au même endroit, on risque d'avoir les mêmes maladies ou on risque d'avoir des terres, des sols qui sont épuisés par ces mêmes légumes et donc on va chaque année changer les lieux de culture des différents légumes. Voilà, donc je vais un petit peu parler des buts, puisque ça faisait partie déjà des questions qu'on m'a posées m'envoyer. Et donc voilà, je vais un petit peu les détailler. Donc les buts, qu'est-ce que c'est? Alors, pour pas mal de personnes, si on fait des buts, c'est qu'on fait de la permaculture. Ben, en fait, non. La permaculture, c'est pas uniquement la culture sur but. Les buts, en fait, ont été à l'origine. D'abord, il y a plusieurs types de buts, mais pas mal de buts ont été développés pour pouvoir cultiver sur des sols qui étaient morts ou sur en fait des endroits où il n'y avait même plus de sol. Et donc, ça a été principalement développé dans les pays en voie de développement où, après la déforestation, il n'y avait plus rien. Donc, après, c'est devenu un emblème de la permaculture. Alors, ça marche, hein, il n'y a pas de souci, j'en ai fait et j'en fais encore. Mais voilà, donc, la but, ce n'est pas nécessairement la permaculture. Alors, l'intérêt des buts, évidemment, c'est qu'on identifie des zones permanentes, des zones où on va pouvoir cultiver sans plus y toucher. Les avantages de ces zones, de ces buts, c'est qu'on recrée du sol, ça je viens de le dire. Les buts sont un peu plus hautes et donc au niveau du dos, c'est pas mal intéressant. On doit se pencher un peu moins. Alors, elles se réchauffent plus vite puisqu'il y a plus de surface qui est exposée au soleil au printemps, c'est pas mal. C'est d'autant plus intéressant si vous avez des terres qui sont froides. La butte est mieux drainée, donc le sol, les plantations qui ont besoin de ne pas avoir des racines trop dans l'eau vont bien aimer ça. Moi, j'ai un sol à ion qui est relativement humide et donc les buttes me permettent d'avoir moins d'humidité. Les oignons, par exemple, là, ils n'aiment pas ça, d'avoir les pieds dans l'eau.
D'avoir un sol plus aéré, puisqu'on ne marche plus dessus, forcément, il ne sera pas tassé et qu'on met des couverts en permanence. Le sol sera vraiment, c'est de la semoule. Hein. Vous mettez votre main dans la butte à n'importe quel moment de l'année, sans plus y toucher, ce sera toujours tendre. Puisqu'en fait, les vers et la vie dans le sol va s'occuper d'aérer le sol. Et alors, il y a plus de surface, puisque là, une forme de butte, quoi. Donc il y a plus de surface sur laquelle on va pouvoir planter. On peut venir mettre sur les côtés, on peut venir mettre au-dessus. Et alors, le côté esthétique, évidemment, vous dessinez, vous designez votre jardin en installant des buttes. Alors, l'inconvénient, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de travail au début. C'est pas rien, en fait, de préparer des buttes. Alors, je vais citer quelques types de buttes après. Mais voilà, ça, c'est quand même un inconvénient. Il faut déjà être solide pour pouvoir installer ça. Enfin, il y a moyen de les faire en groupe. Du coup, on ajoute la convivialité au projet. Alors, ça sèche plus vite. Puisqu'elle est en hauteur, le soleil donne plus dessus, le vent va souffler sur les buttes et donc elles vont avoir tendance à s'assécher un peu plus rapidement et va évidemment nécessiter des apports réguliers de matière. C'est ce que j'appelle le paillage. Quand je dis paillage, ce n'est pas uniquement avec de la paille, hein. Ça peut être n'importe quelle matière organique. Et donc, par là, en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous avez un bon sol, assez profond, de bonne texture, assez riche, franchement, ce n'est pas nécessaire de faire des buttes pour faire de la permaculture. Donc voilà un exemple de but que j'ai dans le jardin à Lyon. Donc globalement, comment je m'y prends? Eh bien, bon, j'en ai qui sont circulaires, celles-là, celles-ci, elles sont droites, mais on les voit bien. Donc en gros, je crée des allées et tout ce qui est dans l'allée, je le dépose sur le côté pour que la couche supérieure c'était il paraît que je fais des allées et des retours et qu'apparemment, c'est un peu gênant pour la vision. Donc, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. C'est plutôt pour le son. Bon, OK. Donc, voilà, les buts pérennes à ion. Donc, voilà, donc je prends dans les allées les 10 premiers centimètres que je vais mettre sur les buts. Il faut savoir que dans les 10 premiers centimètres, c'est là que la terre est la plus riche. Et donc, si je prends dans les allées pour mettre sur la butte, ça va enrichir encore plus mes buttes. Et de toute manière, les allées, ça me permet d'accéder au but. Je ne vais pas vraiment cultiver sur cet endroit-là. On peut le couvrir en mettant, par exemple, de la paille. On peut éventuellement y semer du trèfle blanc, par exemple, si on veut couvrir ces endroits-là. Mais voilà, donc ça, c'est une méthode assez facile et qui est très bien adaptée pour mon terrain à ion. De nouveau, quand on décide de mettre en place des buts, il faut avoir une réflexion par rapport à son type de sol, par rapport à son type d'ensoleillement. Par exemple, des buts sur des sols trop sablonneux, je l'ai déjà fait et je trouvais que les résultats n'étaient pas aussi intéressants, puisqu'en fait, le sable est déjà assez drainant et donc en faisant des buts, ça chauffait trop et la terre était encore plus sèche. Voilà, alors, dans les questions qu'on m'a posées, on m'a posé des questions sur ce qu'on devait mettre pour couvrir les buts. Eh bien, j'ai envie de dire tout ce qui est organique en tout cas. Donc, que ce soit du compost, de la paille, du foin même, de l'herbe, de tonte, des déchets verts, enfin, tout ce que vous avez, vous pouvez l'utiliser pour le mettre sur les buts. D'ailleurs, personnellement, je composte encore ce que j'ai en trop. Donc, j'ai un compost mais je ne l'utilise pas avec toute ma matière. En général, je mets directement sur les buts. Le compost me permet, par exemple, d'utiliser quand je fais les tailles, les tontes, quand il y a trop de tontes ou quand j'ai mes voisins qui me donnent leur tonte et que j'en ai trop, je les mets au compost et je vais réutiliser ce compost uniquement pour les légumes les plus gourmands. Alors, comment se met dans une butte? Alors, comment est-ce qu'on fait? Euh, Ça va dépendre un petit peu du moment, mais par exemple, au printemps, en général, je dégage un petit peu et je vais venir semer en direct dans la butte ou et je vais laisser ouvert le temps que ça germe, parce qu'évidemment, si je referme, le paillage va empêcher les graines de germer. Ou bien, ce que j'utilise le plus pour planter dans une butte, c'est que je sème dans des godets, dans des plaques alvéolées ou en pépinière, et de là, je vais venir les repiquer dans la butte. Alors pour l'arrosage, retenez une chose, c'est que il vaut mieux arroser beaucoup de temps en temps qu'un petit peu tous les jours. Je vous explique, c'est que si vous arrosez beaucoup, vous allez mettre de l'eau qui va descendre dans la butte et qui va être protégée de l'évaporation par le paillage. Et comme elle va descendre, les racines des légumes vont avoir tendance à se développer en profondeur et aller chercher l'eau là où elle est, c'est-à-dire en profondeur.
si vous arrosez un petit peu tous les jours, eh bien, les racines vont rester en surface. Et le jour où vous oubliez d'arroser, les plants risquent de ne pas supporter. Alors, oui, j'ai mis deux exceptions au paillage permanent, puisque voilà, par rapport à mon terrain relativement humide, je le fais. Par exemple, ail et oignons, je ne mets pas de paillage, en tout cas pas tout près, parce que si je le fais et que la saison est un petit peu humide, mes oignons pourrissent. Et l'autre chose que je fais aussi, c'est que les terres que j'ai envie de réchauffer un peu plus rapidement au printemps, pour gagner un petit peu de temps, je vais aussi, pendant quelques semaines, enlever le paillage pour que le soleil réchauffe la zone. Alors ici, ce sont des petites buttes que j'ai faites tout dernièrement à Carnion, euh, voilà, dans lesquelles j'ai mis des pommes de terre, des fèves des marais, des pois, une des planches, j'ai mis des fleurs sauvages. Vous voyez, avec de la paille que j'avais sous la main et une partie également des herbes indésirables que j'avais enlevées et que j'ai laissé sécher pendant 2-3 jours en plein soleil pour évidemment qu'elles ne redémarrent pas directement si elles sont qu'elles ne se réenracinent pas immédiatement. Alors ça, c'est le terrain de Dour, où là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'y vais pas, hein. Je suis allé 2 fois en fait pendant 1 heure ou 2 et j'ai simplement mis des bâches pour que l'herbe meure en dessous et pour que les vers de terre viennent commencer à aérer le sol. Alors, j'ai fait ça parce que la terre est très argileuse et assez difficile à travailler. Et donc, voilà, je laisse, tant qu'on est confiné, de toute manière, je laisse faire la nature. Et quand on pourra redémarrer, cette zone sera beaucoup, beaucoup plus facile à travailler, puisqu'elle sera désherbée et le sol aura déjà été en partie ameublé. Il y a des zones où j'ai mis des bâches et des zones où j'ai mis de la paille, parce que j'ai la chance à Dour d'avoir un gros stock de feuilles et de paille, et donc je l'utilise, ce qui n'est pas le cas dans les autres. Alors, 2 mots sur les types de buts. Alors, on entend souvent parler de culture en lasagne, ça fait partie des questions qu'on m'a posées. Et donc, voilà, ça, c'est une culture en lasagne. Elle a été développée pour travailler sur des espaces incultes, voire même sur du béton, si on a envie. Et donc, le principe, c'est quoi? On commence par mettre du carton au niveau du sol pour empêcher l'herbe de sortir. Je le fais même pas tout le temps. Et puis, vous pouvez mettre un peu de fumier ou pas, mais l'important après, c'est de mettre une alternance de couches vertes et de couches brunes, c'est-à-dire de matières azotées, comme par exemple les feuilles vertes, les tontes, ce qui est tout frais, et puis une couche de matière brune qui est de la paille, les feuilles mortes, les branches séchées. Et voilà, et je fais des lasagnes, donc je fais plusieurs couches. Au-dessus, on va mettre un petit peu de compost ou de terreau ou de mélange de terre de jardin et on va pouvoir semer, plutôt planter là-dedans. Ça marche bien, on l'avait fait et c'est excellent pour tous les légumes gourmands. Courges, tomates et autres, ça marche vraiment, vraiment bien. Donc, si vous avez un sol très pauvre, ça, je vous invite à le faire, en tout cas si vous avez les matières. Et après, en fait, tout ça va se composter naturellement. En fait, on plante sur du compost et ça va enrichir le sol ensuite. Autre technique de culture sur but. Ça a été développé par Sepp Holzer, qui est un Autrichien qui vit dans les montagnes et qui a plusieurs hectares de terre dans lesquels il a développé une série de techniques et notamment les buts pérennes avec du bois. Donc, il est dans une forêt, donc il a énormément de bois. C'est pour ça que si vous devez prendre la voiture ou une remorque pour aller chercher du bois pour ramener dans votre jardin, je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant, que ce n'est pas vraiment une approche de permaculture. Par contre, si vous avez des déchets de bois chez vous dont vous ne savez que faire, il faut les utiliser. Et ça, c'est une bonne manière de les utiliser. Donc, on met du bois au-dessus du petit branchage et puis on va mettre du compost, de la terre de jardin. Et puis, on va pouvoir semer, planter. Et puis après, on peut faire un paillage. Alors, l'avantage quand on met du bois, c'est que c'est une manière de recycler du bois mort qui traîne sur le terrain. Alors lui, Sepp Holzer, il l'a développé aussi puisque il fait très froid dans les régions montagneuses d'Autriche. Et donc, ça chauffe un peu la butte. Et donc, il peut cultiver des choses qui ont besoin d'un peu plus de chaleur. Et le fait qu'il y ait du bois va garder l'humidité et donc ça va permettre à la butte de ne pas sécher aussi vite. Voilà.
Donc là, j'ai terminé la présentation en permaculture et donc je vais commencer à répondre à toutes les questions qui m'ont été envoyées. Ah oui, peut-être ici, ça peut peut-être vous intéresser, un guide et une revue que moi j'adore. Donc, le guide du jardin bio, franchement, c'est complet. Je vous invite à, si ça vous intéresse, en tout cas, si vous ne devez en avoir qu'un guide de référence, celui-là, il est vraiment bien. Maintenant, les autres, ça marche aussi. Il ne faut pas non plus, ils disent pas l'inverse de l'un à l'autre, mais celui-là, il est très, très complet. Et pour une revue, moi je trouve que la revue des 4 saisons de jardin bio, c'est vraiment sympa. Il y a aussi des hors-séries, comme par exemple là, un hors-série sur la permaculture. Voilà, donc ça vous trouvez sur Internet. Parfait. Alors, maintenant, je vais passer aux questions. Donc, euh, voilà. Alors, dans les questions que j'ai reçues, alors, première question, j'ai réalisé des bacs en faisant des buts et j'ai recouvert de paille. Comment je dois m'y prendre pour effectuer mes semis? Ben ça, j'ai un peu expliqué. Donc, on peut faire soit du repiquage direct, soit du semis direct. Ça marche aussi à partir du moment où on écarte un peu la paille. Oignons, ail et échalotes, on dégage, oui. Alors, attention, je l'ai dit aussi, ne pas pailler trop près des bulbes, surtout par temps humide. Alors ici, pour éviter la corvée d'arrosage, alors je l'ai dit, on arrose beaucoup de temps en temps. Et pour pouvoir savoir si votre terre est sèche ou pas, il ne faut pas hésiter à creuser un petit peu. C'est assez facile, hein. Vous, avec la main, vous creusez un peu la terre et vous voyez si c'est humide en profondeur. C'est ça qui compte. Si vous voyez que c'est humide à 1 ou 2 centimètres, il n'y a pas de souci, quoi. Mais parfois, si vous creusez, vous voyez que c'est sec, alors là, ça nécessite de l'arrosage. Évidemment, ça, c'est le premier truc. Deuxième, vous voyez la tête des plantes. Si elles commencent à piquer du nez, c'est un signe qui dit qu'il faut arroser. Alors, mes semis ont filé. Comment puis-je les récupérer? Donc, semis de tomates. Alors ça, c'est probablement parce que ils ont été mis à une température de pièce trop élevée par rapport à la lumière. Donc, quand il y a trop de chaleur et pas assez de lumière, la plante, elle va chercher la lumière, elle a tendance à filer, elle va devenir très fine et elle va courir vers la lumière. Ça, vous voyez d'ailleurs quand vous les mettez derrière des fenêtres, la plante qui va pencher vers la lumière. Alors, par rapport à ça, je vois ici que Jeffrey qui a fait ça a fait des bons gestes, c'est-à-dire qu'il a repiqué la tomate entièrement. Donc, si vous avez la tige de la tomate qui file, donc, faire ça, eh bien, vous prenez un godet, vous mettez du terreau dedans, terreau un peu plus riche, et vous enfoncez la tige dans le terreau. Et donc, la plante va refaire des nouvelles racines et donc, elle va se réinstaller et donc, vous résolvez votre problème de plantes qui filent. Alors, j'ai construit des potagers surélevés. Comment j'ai plus de matière pour pouvoir les remplir. Donc, ce sont des buts aussi avec des branches et autres, lasagne. Mais donc là, le plus facile, c'est d'utiliser la terre du jardin et de faire un mélange avec du compost. Alors, je ne sais pas si tu en disposes ou pas, mais ça, c'est la manière de faire. Pour ça, comment peut-on savoir quand et comment semer? Utiliser les livres, utiliser les sachets de graines, c'est inscrit dessus. Mais moi, je vais vous dire ce que je fais, c'est que en général, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que je fais toujours en même temps des semis directs, enfin pas toujours, mais souvent des semis directs. Je sème également en pépinière et je sème dans des godets. Comme ça, j'ai j'ai des backups. Donc, s'il y en a un qui ne marche pas, j'ai toujours autre chose pour remettre à la place. Donc, ça, c'est vraiment, on aura l'occasion d'en parler pendant les cours, mais c'est vraiment un truc à faire. Quand je sème en direct au jardin, je sais toujours que j'ai du semis en backup au cas où ça ne marche pas. Alors, nos jeunes arbres ont été attaqués par une grande quantité de pucerons. Alors, contre les pucerons, évidemment, on attire les insectes auxiliaires. Il y a pas mal d'auxiliaires qui sont géniaux pour ça. On pense évidemment aux coccinelles, mais également les cirfes. Cirfes sont des petites mouches qui ressemblent à des abeilles, mais qui volent sur place.
Et donc, elles pondent des œufs et les larves sont extrêmement voraces en pucerons. Il y a également les chrysopes, enfin bon. Et donc, pour ça, il faut les attirer. Et une bonne manière d'attirer les coccinelles au jardin, eh ben, c'est d'avoir des pucerons. Et donc, ce que je fais, c'est que je sème des fèves des marais. Par exemple, ça, je les ai déjà semées en mois de février. Et les fèves des marais vont attirer les pucerons. Et si j'attire les pucerons, j'attire les coccinelles. Et c'est assez phénoménal. Les coccinelles débarquent, elles pondent. J'ai quand même ma production de fèves. C'est pas peut-être un tout petit peu moins que ce que j'aurais eu si j'avais pas eu les pucerons, mais j'ai pas de souci, franchement. Et il y a souvent que quelques plants qui sont attaqués, d'ailleurs, pas tous. Probablement les plants les plus fragiles. Et donc, j'ai mes coccinelles, et quand elles ont terminé de nettoyer mes fèves des marais, elles sont au jardin pour attaquer les autres plants. Voilà, alors, sinon, une autre manière de faire, c'est de laisser faire. Alors ça, c'est un peu dur, évidemment, parce que quand on voit son arbre qui est attaqué et rempli de pucerons, on se dit, oulala, il faut que je fasse quelque chose, sinon il va mourir. Moi, j'ai eu ça l'année dernière avec un sureau. Il était noir de pucerons et j'ai laissé, parce que je suis d'abord allé observer et j'ai vu qu'il y avait des toutes petites larves de coccinelles, toutes minuscules. Je dis, si je traite, je vais tuer les larves de coccinelles, je vais tuer mes coccinelles, elles ne seront plus là. Et donc, j'ai laissé. Et puis, les larves ont grandi et ça a évidemment pris 3 semaines, un mois facilement. Hein. Et à un moment, chaque feuille avait une larve de coccinelle. Et ça a pris 1 semaine et tous les pucerons avaient disparu. Mais évidemment, il a fallu que j'attende assez longtemps. Et puis, l'arbre a refait ses feuilles. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile de réagir comme ça. Si j'étais pépiniériste et producteur de pommes, je crois que je flipperais pas mal. Et alors, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi les pucerons ont attaqué mes arbres fruitiers. Souvent, c'est parce qu'on les a nourris un peu trop. Par exemple, toutes les plantes qu'on nourrit avec des engrais un peu trop azotés, eh bien, ça fait une sève assez riche qui va attirer les pucerons. Donc, voilà, c'est peut-être pas le cas, hein, mais ça, c'est souvent une des raisons pour lesquelles les plantes sont attaquées par les pucerons. Alors, ici, une question sur les pieds de tomates greffés. Alors oui, en permaculture, on peut faire des pieds greffés. Personnellement, je ne l'ai encore jamais fait, mais je vais le faire cette année. J'ai prévu de faire des greffes de tomates sur des plants d'aubergines. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que comme je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais je vous en parlerai prochainement. Donc, il n'y a pas de raison, mais ne les achetez pas. Faites-le vous-même parce que c'est l'apprentissage. Hein. Franchement, je vous invite à essayer, tester, amusez-vous. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer par ça. Si vous n'avez pas encore beaucoup de notions de jardinage, commencez simplement par semer des tomates classiques. Ne prenez pas des variétés F1, prenez des variétés paysannes, maraîchères classiques. Et voilà, en général, ils se portent très très bien. Alors, ici, une question sur comment trouver un dessin. On sort un petit peu dans le cadre du cours, mais voilà, donc je conseille peut-être des informations Rucher École de Mons et sinon, il y a une entreprise qui s'appelle Beinhoff qui vend des produits apicoles et qui peut peut-être. Je sais qu'il sur réservation, il y a moyen de commander des dessins chez eux. Alors, j'ai fait des semis de tomates et j'ai des petites pousses qu'on doit planter dans un pot isolé et remettre du terreau de semis. Alors, ce que je fais, c'est que quand mes jeunes plants ont une dizaine de centimètres, je les repique dans du terreau de plantation qui est plus riche. Attendez, je vais vous montrer l'une ou l'autre photo peut-être. Alors, une petite seconde. Les photos ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Donc ici, j'ai mes plants de tomates qui sont, vous voyez, ça prend pas trop de place. Donc en gros, j'ai semé toute une série de tomates et d'aubergines. Non, aubergines, poivrons, je les ai semés en fin février. Quelques-uns, pas trop. Juste ce que j'ai besoin. Ensuite, j'ai fait un semis début mars de quelques tomates, pas trop non plus, puisque ça prend vite beaucoup de place. Hein. Et donc, ce sont celles qui vont aller dans ma serre. Et puis, il y a quelques jours, c'est ce qui est dans le bac rouge. Donc, on est quand même il y a quelques jours. Hein, donc, c'est en train de germer, donc il y a 4-5 jours. Donc, j'ai semé des tomates dans une plaque alvéolée qui est dans le bac rouge. Et donc là, j'ai
11 fois 7, donc 77 plants de tomates, donc suffisamment, vous voyez, de toute une série de variétés. Et ça, ce sont mes plants de tomates qui vont aller dehors. Pour les plants de tomates à mettre dehors, il ne faut pas faire ça trop tôt. Il faut se faire ça maintenant, c'est le bon moment, c'est toujours le bon moment pour les plants de tomates qui vont être mis à l'extérieur. Donc voilà. Et en haut à droite sur la photo, là, ce sont mes plants tomates aubergines que je vais greffer. Voilà, donc ça, c'est donc les plants qui sont sur le rebord de fenêtre dans le fond, ils font à peu près 10 cm. Donc maintenant, je vais repliquer ces plants de tomates dans des godets individuels avant de les replanter au jardin. Alors, les limaces et les escargots en serre me bouffent toutes mes salades. Oui, ça c'est un grand classique. Alors, ben voilà, moi j'ai eu. Globalement, il fait sec, donc on n'a pas trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'ici, dans ma serre, comme j'arrose beaucoup, y compris en hiver, j'ai eu quelques mini laitues que j'avais semées qui ont disparu. Donc, j'imagine que ça doit être les limaces. Et donc, comme je vous l'ai dit, comme j'ai des backups, moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. D'ailleurs, je vous remontre. Voilà. Voilà, pour dire, voilà, ça, c'est mes backups. Voilà, ça, c'est mes laitues de la serre que j'ai semées l'année dernière. Et là, elles ne sont pas du tout attaquées par les limaces. Donc, j'ai de la laitue fraîche depuis déjà pas mal de temps. Et ça, c'est mon autre backup. J'ai fait la petite vidéo là sur les semis en pépinière. Et ben voilà les laitues. Donc, on voit les laitues, on voit les betteraves, on voit les oignons, on voit les poireaux. Et donc, vous voyez, ça, ce sont mes backups. Donc, j'ai effectivement perdu quelques petites graines, quelques petits plants de laitue dans la serre que j'avais semés en direct. Mais ça n'a pas d'importance puisque j'ai tout ça qui arrive pour la suite. Et j'ai des laitues à tous les stades de production. Donc, pas de souci. Bon, je chipote un peu là. Alors, quoi d'autre? Limaces escargot. Ah oui, donc autre technique, si vous voulez, vous pouvez, dans la serre, en tout cas, on peut le faire, mettre un peu de cendre de bois. Je dis dans la serre, c'est intéressant parce que comme il ne pleut pas, elles ne sont pas lessivées par les pluies et donc ça reste un certain temps. Parce que la cendre, ça marche, mais sauf que quand il pleut, elle disparaît et les limaces passent quand même. Le mieux, si vous avez vraiment trop de limaces, c'est de se lever le soir et d'aller les récupérer à la main. Bon, c'est pas drôle évidemment, mais ça marche pas mal. On peut faire des petites barrières de protection, mais ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Et sinon, en dernier recours, utiliser les petites. Ça m'arrive de le faire, mais franchement, super rarement. C'est mettre du féramol. Alors, le féramol, ce sont des petites graines bleues, mais ce sont les graines bio. Ce n'est pas les graines bleues à base de métaldéhyde qui est ultra toxique. Et si vous donnez du métaldéhyde, les limaces vont le prendre, elles vont mourir. Et puis, vous allez avoir peut-être un oiseau qui va manger cette limace, qui va mourir, et puis, etc. Vous cassez toute la chaîne alimentaire. Puisque les féramols, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas trop dangereux, ne sont pas dangereuses. Et les limaces, en fait, quand elles en mangent, elles cessent de s'alimenter et elles vont mourir. Alors, des questions sur les associations de fleurs. Alors oui, là, je ferai association de fleurs avec petits arbres fruitiers. Donc là, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo qui concernera les associations. Je ne vais peut-être pas détailler maintenant. Par contre, ce que je peux tout de suite dire, c'est que avec mes petits arbres fruitiers, ce que je fais, c'est que j'y mets des haricots, par exemple, au pied. Alors, les haricots, je trouve ça marrant parce que, comme ils sont encore petits et qu'ils ne donnent pas beaucoup de fruits, ils grimpent dedans. Les arbres fruitiers sont petits. Les haricots grimpent dedans, puis ça me donne des haricots sur l'arbre. Je trouve ça plutôt sympa. Et alors, le haricot a une particularité, comme toutes les légumineuses, c'est que sur ses racines, en fait, il a des petites boules, des petites nodosités qui produisent de l'azote. Et donc, ils vont nourrir le haricot, mais également nourrir l'arbre. Alors, ce qu'on peut mettre de temps en temps aussi, c'est mettre de l'ail. Alors, l'ail, il a une vertu, c'est qu'il va pouvoir protéger certaines plantes des maladies à champignons, maladies cryptogamiques. Donc voilà, je trouve que ce sont des associations pas mal intéressantes. Alors, l'intérêt d'avoir un petit plan d'eau, alors oui, il faut mettre un plan d'eau, même s'il est tout petit. Hein. Alors, ça va
de nouveau, comme ce que j'ai expliqué dans la première partie, là, au niveau de chaque élément a plusieurs fonctions, et bien voilà, la mare, elle a plusieurs fonctions. Elle peut servir de réservoir de biodiversité, elle peut servir comme réserve d'eau d'arrosage. Hein, si par exemple vous citez un son vide, c'est ce que j'ai chez moi, j'ai quand même la possibilité d'avoir un peu d'eau dans la mare en dernier recours. Il y a le côté esthétique évidemment de la mare, il y a le côté didactique pour les enfants, comme il y a des grenouilles dedans, ben, ça les amuse beaucoup. Ça crée un microclimat près de la mare, il fait en général un peu plus frais. Vous avez une zone aussi près de la mare, quand le soleil réverbère dessus, où il y aura plus de lumière. Vous avez une zone où les grenouilles vont pouvoir s'installer. Il faut savoir que les grenouilles, et encore plus les crapauds, ils mangent les limaces. Voilà, donc je ferai une vidéo aussi certainement sur les mares. Alors, les semis indirects en serre grandissent très lentement. Les tomates, concombres, courges, persil. Alors, en tout cas, pour les tomates, courges, concombres, ben, il est encore trop tôt. Hein. Je sais on se croirait en été, mais malheureusement, les nuits sont encore fraîches. Et quand les nuits descendent en dessous de 12 degrés, ben, les tomates, elles poussent moins vite. Hein, donc, ça, de toute manière. Donc, si vous les semis indirects, j'imagine, ça veut dire qu'ils sont encore dans des godets. Ben, faut pas hésiter à les rentrer à l'intérieur pendant la nuit. Hein. Et il ne faut pas oublier, ici, je viens de regarder la météo, hein, on annonce 2 degrés mardi ou mercredi. Hein. Donc là, et dans une serre, sauf si elle est adossée à votre maison ou si elle est chauffée, dans une serre, la nuit, quand il fait 2 degrés dehors, ben, s'il fait moins 2 dehors, il fera moins 1, voire 0 dans la serre. Hein. Donc, parfois même la même température qu'à l'extérieur. Hein. Donc, je sais qu'on a envie de se lancer, on a envie de démarrer, mais là, il est malgré tout encore un petit peu trop tôt. Le risque de gel existe, et voilà, vous connaissez les 5 glaces, c'est la mi-mai. Voilà, c'est des dates après lesquelles, normalement, il n'y a plus aucune possibilité d'avoir du gel. Alors, question sur les courgettes semées à l'intérieur. Le 24 mars se prennent pour des pois mange-tout et fil. Même chose, hein, c'est trop tôt. Hein. Pour semer les courgettes, il faut attendre mi-avril et les repiquer après 3-4 semaines, par exemple, après le 15 mai. Enfin, ceux qui ont été faites, si vous devez les récupérer, comment est-ce qu'on peut faire? Mettez ça dans des bacs plus gros et mettez-les dans la pièce la plus lumineuse mais la plus fraîche possible. Alors, semis de haricots nains en extérieur. Il est recommandé d'attendre mai. Oui, c'est vrai. Là, tu as pris un risque, hein, parce qu'en général, j'aime bien prendre aussi des risques, mais j'attends quand même début mai pour mettre mes premiers haricots, pas trop, mais juste quelques-uns pour en avoir le plus tôt possible. Donc, je mets des haricots nains, mange-tout par exemple, qui vont donner assez rapidement, au bout de 2 mois. Mais je vais quand même protéger par un tunnel, un voile de forçage pour éviter ce risque de gel. Mais là, maintenant, c'est encore un peu trop tôt. Maintenant, s'il fait cette température-là encore très longtemps, ben, ça peut marcher. Hein. Je vous dirai jamais, ça ne marchera jamais, enfin, sauf si vous semez des tomates au mois de décembre, hein, mais en extérieur au mois de décembre. Mais globalement, là on prend quand même un risque. Alors, sortie plan tomate et courgettes, voilà, pareil, on attend, il faut attendre encore. J'ai des zones ombragées. Alors, comment planter dans les zones ombragées? Alors, si c'est mi-ombragé, c'est-à-dire que le soleil donne 2, 3, 4, 5, 6 heures par jour, il n'y a pas de souci, on peut mettre tous les légumes. Il y a uniquement les légumes du soleil qui vont préférer avoir plus du soleil, mais la plupart des légumes n'aiment pas trop en été avoir le soleil en pleine figure. Donc, évidemment, 0 soleil direct, ça va être compliqué de cultiver des légumes. Donc, maintenant, ça va dépendre. Est-ce que l'ombre est faite par si c'est fait par des arbres à feuilles caduques, donc dont les feuilles tombent en hiver, il y a peut-être quand même moyen de planter de la mâche ou de la clétone de Cuba qui pousse en hiver, et si le soleil passe, quand même, j'ai mon chien qui aboie, qui est content. Alors, j'ai fait une planche, voilà. Alors, pourquoi? Pour stimuler la germination, pour protéger de la mouche. Ben, si on couvre, c'est vrai que ça peut avoir les deux fonctions. Hein. Quand on met un voile de forçage ou même un châssis tunnel,
Mais bon, pour protéger de la mouche, il faut vraiment que ce soit bien étanche et donc on va plutôt utiliser une sorte de film moustiquaire. Euh, alors, quand est-ce que je peux la retirer? Parce que c'est un peu moche. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours le plus joli. Alors, quand il fait beau, c'est pas très important. Les légumes comme les épinards, les carottes, les oignons, ça tient, hein, même s'il fait super froid, ça va pas mourir, ça va juste pousser moins vite. Euh, mais et si on voit que le temps se dégrade, ben, on peut toujours le remettre à ce moment-là. Alors, j'ai que de la terre de remblai. Que faire? Alors là, je vous ai expliqué, hein, donc les buts, c'est pas mal, les lasagnes, c'est pas mal. Et quand on le fait, ben maintenant, c'est le bon moment. Il faut faire ça maintenant. Donc, mettre du compost et alimenter en matière organique. Alors, s'il n'y a pas de manière organique disponible, il y a moyen aussi peut-être de planter ou de semer plutôt des engrais verts. Donc, les engrais verts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plantes qu'on va semer directement et qui vont produire de la matière végétale. Et dans ces engrais verts, on peut sélectionner des engrais, par exemple, qui poussent dans des zones assez pauvres, comme par exemple le sarrasin. Et donc, ça vaut la peine d'essayer ça. Alors, si c'est vraiment du pur remblai, c'est rarement le cas quand même. En général, il y a quand même un peu de bonne terre. Il y a toujours moyen aussi de commander de la terre, mais bon, là, ça devient toujours un peu plus compliqué parce que voilà, si c'est pour faire quelques bacs de culture, parfois ça vaut la peine. Association de plantes, j'en parlerai de nouveau à un autre moment. Là, des questions concombre et courgettes. Bah, peut-être une association. Bon, concombre et courgettes, c'est la même famille. Ne les mettez pas trop proches les unes des autres. Il faut les unes des autres. Laissez certainement 1 mètre entre deux plants. Par contre, la courgette, elle va rester sur place. Elle a un port buissonnant, elle ne va pas courir. Alors que le concombre, lui, va courir, va grimper. Et donc, en association, on peut faire une association géographique parce que les associations, ce n'est pas uniquement des associations parce que les plantes se plaisent les unes avec les autres, mais bien parce qu'elles utilisent, elles mangent moins, elles mangent plus, parce qu'elles s'utilisent les unes les autres ou parce qu'elles poussent de manière différente. Et par exemple, si on fait pousser le concombre en hauteur derrière, au-dessus et derrière, par exemple, la courgette, ben, il y a moyen de le faire. Et ça, c'est une association. Alors, j'ai un chêne dans mon jardin et j'aimerais utiliser un mélange terre-feuille pour une jardinière. Je me demande si c'est pas trop acide. Alors, c'est vrai que les feuilles, peut-être un peu plus encore celles euh, du chêne, sont relativement acides. Et donc, de manière générale, quand c'est ça, il faut d'abord les composter. Donc peut-être, soit on prend les feuilles qui sont en dessous des tas de feuilles, qui sont déjà compostées avec le temps, et ça, en fait, et donc en fait, on ne les reconnaît plus, quand on ne reconnaît plus que c'est une feuille, et ça, c'est excellent pour le mélanger avec de la terre, pour enrichir sa terre. Alors, première étape de permaculture quand son jardin n'a pas été préparé de l'hiver. Peut-on, malgré ce manque d'enrichissement, procéder à ce type de culture? Ben oui, on peut cultiver. Il faut démarrer hein, maintenant. Même si c'est petit, allez-y, hein, n'attendez pas. Hein. Prenez ce que vous avez au jardin, s'il y a du compost dans un coin, allez-y, lancez-vous. De toute manière, je le redire aussi, hein, mais le meilleur professeur que vous allez pouvoir avoir, vous l'avez tous, hein, c'est votre jardin, hein, c'est en observant, en expérimentant que vous allez apprendre un maximum de choses. Hein. Donc allez-y, lancez-vous, franchement, il faut le faire. Quoi. Alors, les graines, chez qui je les prends? Donc, moi, j'utilise beaucoup de graines qui viennent de mon jardin, de plus en plus, franchement, la plupart. Et alors, sinon, je commande encore chez Semaille, vous avez un site internet où il y a moyen de les commander. Il y a aussi une société coopérative belge qui s'appelle Cyclanterre. Il y a Cocopelli qui défend beaucoup les variétés anciennes de graines, qui est situé en France. Et sinon, peut-être encore un bon plan, mais ça se trouve à Moucron, donc c'est quand même un petit peu loin. Ça s'appelle Fraternité ouvrière. C'est franchement, ils font ils ont une association qui fait des achats groupés de graines et vous pouvez les acheter là-bas pour rien du tout, quoi, pour 50 cents pour un sachet. Et ils ont le choix entre des milliers de variétés de graines, donc c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas détailler ça, mais c'est vraiment Fraternité ouvrière et José et Gilbert Cardon, qui sont les créateurs de ça, ça a été vraiment pour moi une source d'inspiration très, très importante. Je vous remercie. Alors, question, germer les haricots en pot. Voilà, de nouveau, c'est un petit peu tôt. Les haricots n'aiment pas trop être repiqués.
Donc, pour bien faire, il faut les mettre à l'extérieur, il faut les planter dans la terre définitive avant que les racines ne sortent du pot. Euh, voilà. Le potager est très sec. Que me conseillez-vous pour pailler? Utilisez tout ce que vous avez sous la main. L'important, c'est de ne pas l'enterrer et de le laisser en surface. Euh, Si vous voulez l'incorporer et que votre compost n'est pas complètement mûr, ça marche aussi, mais alors uniquement pour les légumes très gourmands. Alors, comment est-ce qu'on fait quand la butte est créée pour ramener de la matière? Donc, moi, je rajoute de la matière dessus, simplement rajouter. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'alterne la matière brune et la matière verte. Donc, j'alterne, par exemple, des tontes d'herbe avec des déchets de branchage ou avec du compost. Voilà. Donc, je remets en permanence. Parce qu'il faut savoir que toute cette matière va être consommée par la butte et elle va disparaître. Ça va assez vite. Quand vous avez un sol très vivant, il va assimiler toute cette matière et au bout de quelques mois, vous allez avoir quasi une butte sans plus rien. Donc, il faut remettre en permanence. Bon, après le temps, si vous faites par exemple des buttes avec du bois, là, la agriculture là, de ces Sepolzer, même les buttes, au bout de quelques années, vont disparaître et donc elle va avoir tendance à s'effondrer. Donc, on peut en recréer une. C'est toujours possible. Les cendres. Alors, les cendres, moi, je les utilise au pied de mes arbres fruitiers parce qu'en fait, elles contiennent énormément de potasse et de calcaire. Et donc, voilà, il faut en mettre un peu, hein, pas trop. Au pied des légumes fruits, fraisiers, tomates aussi, concombres. Quand je dis un peu, c'est une poignée pour un arbre, hein, pas plus que ça. Vous pouvez aussi les mélanger. Vous mettez 2 poignées dans 10 litres d'eau pour arroser. Vous pouvez garder un petit peu aussi pour mettre autour des légumes sensibles contre les limaces. Alors, as-tu déjà fait du compost tea? Alors, je n'en fais pas parce que j'utilise le compost directement. Par contre, j'ai une vermicompostière que j'utilise. Et donc, ça fait aussi un thé de compost que j'utilise en dilution. C'est très important parce que le thé de compost, c'est très, très riche. Et il faut le diluer à 10% et on peut l'utiliser facilement. C'est-à-dire que si vous avez des plantes à l'intérieur, plantes d'intérieur à arroser, vous pouvez le faire avec ça. Donc, c'est un engrais très, très riche. Alors, comment gérer le sol avant? Comment éviter les adventices et les mauvaises herbes? Alors, au printemps, je sème en direct. Et donc, pour certaines plantes, je vais pousser le paillage et je vais semer entre, ou la plupart du temps, je vais écarter le paillage et planter en direct dans la butte. Euh, voilà. Ah oui, ce que j'avais dit aussi, c'est que j'utilise beaucoup les orties. Je laisse des bandes d'orties tout autour que je vais utiliser pour pailler. Alors, il faut le faire avant que ce soit monté en graines, mais vous faites un tas, vous passez avec la tondeuse dedans, et vous pouvez déposer ça sur la butte. Parce que si vous laissez si vous laissez les graines ou si vous laissez encore des racines fraîches, elles pourraient se réenraciner dans la planche. Voilà. Et voilà. Et donc, normalement, le paillage, s'il est suffisamment épais, ben, ça va réduire évidemment la pousse des adventices. Donc, adventice, c'est un synonyme de mauvaise herbe. Hein. Mauvaise herbe, j'aime pas trop comme terme. Et donc, le paillage va réduire ces pousses-là. Et vous verrez que si la terre est bien meuble et que vous avez des adventices qui poussent, eh bien, manuellement, il sera assez facile de les enlever parce que comme la terre est meuble, les racines ne tiennent pas. Vous tirez dessus, le liseron, vous allez tirer tout le fil du liseron. Les chardons, la racine va venir assez rapidement. Donc, c'est plutôt facile à enlever. Et alors, une dernière question sur les associations de culture. Voilà, bon, je ferai une vidéo dessus, mais peut-être je vais vous en citer une, c'est la milpa. La milpa, c'est une association de culture assez connue qui est utilisée au Mexique, donc pas tellement dans nos pays. Alors, je l'ai testé quelques fois, alors ça marche. Donc, on associe le maïs, les haricots et les courges. Donc, le maïs, on le laisse pousser et il va servir de tuteur sur lequel le haricot va pouvoir pousser.
Le haricot, je vous l'ai expliqué, produit son propre azote et donc va nourrir le maïs et les courges. Donc, ils vont avoir de la nourriture à travers le haricot. Et la courge, elle, va s'étaler sur le sol et empêcher les herbes indésirables de pousser. Donc voilà, ça, c'est une association connue là-bas. Alors, moi, je l'ai testé. Je peux juste dire que la somme des trois, donc maïs plus haricot plus courge, est plus productive. Par contre, j'ai moins de maïs que si j'avais fait du maïs tout seul, j'ai moins de haricots que si j'avais fait des haricots tout seul, et j'ai moins de courges que si j'avais fait des courges tout seul. Donc, c'est le fait, c'est en prenant la somme des trois qui font que, en fait, c'est intéressant. Cerfeuil pour éloigner les limaces, même chose que pour la bourrache. Hein. Ça a peut-être une tendance à les éloigner, mais il ne faut pas croire. Enfin, testez-le. Franchement, testez-le. Faites-le. Faites-le, vous me direz. Parce que j'ai jamais essayé avec le cerfeuil contre les limaces. Maintenant, le cerfeuil, quoi, c'est il faut le couper pour le mettre autour, ou bien est-ce qu'il faut planter le cerfeuil autour. Donc, ça va dépendre un petit peu où vous allez le mettre. Le cerfeuil, c'est plutôt des légumes, moi, que je sais, mais en tout cas pour l'hiver. Je n'en mets pas maintenant. Donc, de nouveau, dites-vous bien que ce sont des tendances et c'est jamais une garantie. Hein. Vous n'aurez jamais 100% sûr de ne plus avoir de limaces. Donc, les questions, les vraies questions à se poser, c'est de se dire pourquoi est-ce que j'ai autant de limaces si j'en ai beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que l'endroit est fort à l'ombre? Est-ce que parce que l'endroit est fort humide? Est-ce que j'ai pas suffisamment de prédateurs qui vont venir manger mes limaces? Est-ce que mes plants sont trop sensibles? Souvent, si vous achetez par exemple des plants en jardinerie ou au marché, ce sont des plants qui sont montés, qui sont poussés, qui sont forcés dans des serres avec des engrais, donc ils sont très beaux, très jolis. Et comme je le disais, ils sont très attractifs pour les limaces parce qu'il faut savoir que la limace, en fait, ce qu'elle adore faire, c'est manger des plantes qui sont faibles. Alors, vous n'avez pas l'impression qu'elles sont faibles, sauf que quand on repique un plant, à ce moment-là, il est faible. Il faut du temps pour qu'il se remette, pour qu'il se réinstalle. Et d'ailleurs, par exemple, moi, quand j'ai une de mes laitues qui se fait attaquer par les limaces, surtout, je n'y touche pas. Comme par hasard, toutes les limaces vont se mettre sur cette laitue et tant qu'elles sont sur cette laitue, elles ne vont pas attaquer les autres. Et une fois qu'elles vont terminer avec cette laitue-là, les autres se sont solidifiées. Et en fait, si on trouve encore des limaces dans mes laitues, c'est parce qu'elles vont se protéger des chaleurs, mais elles ne la mangent pas. La laitue est suffisamment capable de se défendre naturellement contre des limaces. Mes feuilles mortes sont toujours présentes sur mes parcelles, j'écarte pour semer, mais après je peux remettre dessus. Alors oui, il ne faut pas remettre d'une trop grosse épaisseur pour que ça puisse germer. Et puis ça va dépendre des graines. Les grosses graines comme les petits pois, les fèves, tout ça, ça a suffisamment de force pour passer à travers une épaisseur de feuilles. Mais voilà, si vous mettez, si vous semez des carottes et vous mettez une grosse épaisseur, la carotte elle va pas sortir. Alors une question. Alors oui, non, moi je compte toujours faire les cours en présentiel. Hein. Donc ici, oui, je peux difficilement dire si ça va être, quand est-ce qu'on va pouvoir les reprendre et sous quelle modalité on va le faire. Mais moi, je compte le faire, c'est clair. Donc ça ne remplace, donc les séances que je fais ici ne remplacent pas les séances en présentiel. On va dire qu'elles permettent d'attendre, elles permettent de répondre à vos questionnements. C'est un service entre guillemets. Et puis voilà, moi, je suis au jardin, j'ai envie de partager. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le reprendre rapidement. Je ne sais pas du tout les conditions qui vont être mises en place pour ça. Est-ce qu'il y aura des facilités parce qu'on est en extérieur ou est-ce qu'on va être traité comme les écoles? Je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas. Voilà, 10h10. Je pense qu'on a pas mal bossé aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup parlé. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir assisté à la conférence. Voilà, c'est bien, je vois tous les petits messages, donc c'est sympa. J'ai eu l'impression parfois de parler un peu seul, mais je crois que c'était la bonne manière de faire parce que voilà, j'ai pu raconter ce que j'avais raconté dans les délais impartis. Et donc voilà, donc ce que je ferai, c'est que je vais réorganiser une conférence de ce genre-là, mais alors probablement thématique. Je vais y réfléchir cette semaine et je vous enverrai les infos. Alors, est-ce que je parlerai peut-être un peu plus des associations de culture? Je vais réfléchir, je vous enverrai ça. Et voilà, je pense que je resterai également pour le samedi matin.
Voilà, eh bien, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end et comme j'ai lu tout le monde au jardin, profitez-en bien. À bientôt.